Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, est-ce que Twitter, c'est l'amour? Grande question. Aujourd'hui, plus que jamais, à partir du moment où on a entendu, et de plus en plus, d'abord vous avez entendu Thierry Breton, qui disait que Elon Musk a intérêt à se conformer à ce que va décider la Commission européenne et l'Union européenne sur les lois sur la désinformation. Sinon, attention, eh bien... Et a ajouté Thierry Breton cette phrase magnifique d'un boxeur: vous pouvez courir, vous ne pouvez pas vous cacher. Merveilleux. Thierry Breton qui se prend pour Cassius Clay face à George Foreman, Elon Musk. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Et puis, on a entendu Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, je rappelle, qui est ministre chez nous. Jean-Noël Barrot, ministre délégué, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Eh bien, écoutez ce qu'a dit Jean-Noël Barrot. Il y a une règle qui va s'appliquer à partir du 25 août prochain et qui oblige les grandes plateformes de réseaux sociaux à lutter activement contre la désinformation. Mais Jean-Noël Barrot, ce que dit Elon Musk, c'est pas que la désinformation ne sert à rien. Il dit que ce code est superfétatoire, qu'il est inutile. Il dit j'ai ma communauté qui est capable de faire de la lutte contre la désinformation en ligne. Eh bien écoutez, moi je souhaite que Twitter puisse se conformer d'ici le 25 août aux règles européennes nouvelles que nous avons adoptées. Sinon, il ne sera plus le bienvenu en Europe et force restera à la loi. Voilà, force restera à la loi. Attention, après le 25 août, c'est la guillotine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Alors, Bonjour, vous êtes juriste, vous êtes directeur de la revue Perspective Libre et des éditions Perspective. On a reçu beaucoup de vos auteurs. Vous êtes président du cercle Aristote. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on a vu les passes d'armes, d'abord avec Thierry Breton, secrétaire l'Européen Thierry Breton, et puis voilà Jean-Noël Barrot, et puis on a l'impression que la fièvre monte à El Tweetos, et en tout cas un peu partout pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que ça cache? Expliquez-nous le mécanisme de tout cela. Alors, il y a à la fois un peu de conjoncturel et beaucoup d'éléments de structure et d'éléments de communication. Donc, pour bien comprendre, il faut revenir sur des faits simples. L'Union européenne identifie toujours la liberté numérique, et l'a toujours fait, comme un problème pour son pouvoir à elle, parce que, pour des raisons très simples, rappelez-vous en 2005, liberté numérique, l'Union européenne perd en un an 2 référendums, la France et les Pays-Bas. Exact. Quand j'étais en poste au Parlement européen, le thème de la menace intérieure, alors la menace intérieure, dans un vocabulaire eurocratique, c'est pas le terrorisme, c'est le populisme. D'accord. Donc il fallait déjà restreindre la liberté numérique, quoi. Nous étions en 2014, donc là il n'y a pas d'Elon Musk à accuser. D'accord. Donc, c'est cette envie de pénal, pour parler comme Philippe Murray, cette envie de censure qui est intrinsèque, qui était vraiment palpable dans les institutions européennes déjà à l'époque, n'a fait que croître et embellir. Surtout que des lanceurs d'alerte, y compris internes aux institutions, extrêmement peu nombreux, je pense au cas de Michel Rivasi quasi exclusivement, se sont mis à dire à l'extérieur ce que l'UE est, ou du moins ce qu'elle fait. Le cas typique, les fameux SMS. Rappelez-vous, vous en avez... Les SMS, notamment, célèbres, toujours aussi inconnus que célèbres, échangés entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Mais on dit toujours que ça n'a jamais existé, bien sûr. Tout à fait. Et imaginez, on coupe Twitter. Oui. Vous imaginez par exemple que l'affaire de ces SMS sera infiniment plus facile à enterrer. Tout simplement. Donc, l'Union européenne part de il faut jamais l'oublier, de la phrase de Jean-Claude Juncker, qui n'est pas l'anti-européiste d'élite, qui est l'ancien président de la Commission européenne. Il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça, exactement. Il faut se mettre dans ce cadre-là si on veut comprendre ce qui se passe avec Twitter. D'accord. Là, nous arrivons dans une année électorale européenne et sous le fond de la guerre d'Ukraine. Qui dit guerre, dit propagande de guerre et, disons... Et guerre de l'information ou de la désinformation. Guerre de l'information. Donc, l'accusation d'anti-russe devient la loi des suspects. Nous sortons de l'épisode Covid qui a
encore aiguisé cette envie de censure, et donc l'Union européenne a eu son bâton de maréchal, elle a fait fermer, et là pour le coup hors traité, donc en toute illégalité, elle a fait fermer 2 médias, pour le cas français, RT, Sputnik. Maintenant que, vous savez, c'est toujours la première qui fait mal, c'est comme les gifles, et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir, l'Union européenne pense qu'elle va pouvoir, disons, régenter sur d'autres fondements juridiques la liberté d'expression et d'opinion et réaliser son ambition, voire même son obsession. Dans le cas Musk, que nous dit Monsieur Breton? Monsieur Breton qui a déjà un aspect personnel dans cette affaire, parce qu'il veut Elon Musk sur son tableau de chasse par ailleurs fort vide quand on fait le bilan de Thierry Breton comme commissaire. Commissaire aux affaires européennes, oui. Commissaire aux affaires européennes. Bien. Donc, l'UE, c'est très simple. L'UE tire son pouvoir ce qu'elle appelle les 4 libertés européennes, donc les 4 libertés du marché. Et à partir du marché, vous régentez les populations. Ces libertés sont simples: libre circulation des personnes, donc immigration, libre circulation des capitaux, libre circulation des services et libre circulation des marchandises. À partir de là, tout ce qui est à l'UE est à l'UE, et tout ce qui est aux États et donc aux populations qui sont dessous est négociable. Vous comprenez que s'il y a un marché numérique, eh bien on doit faire les règles du numérique, et dans ce marché numérique, il y a la liberté des données, la liberté d'expression. Et alors donc, justement, je vous arrête là, c'est très intéressant ce que vous dites, et ce qu'on dit, c'est qu'on dit par exemple, Twitter, comme d'autres réseaux, ne respecte pas les règles européennes sur le RGPD en hébergeant des données personnelles d'utilisateurs européens sur des serveurs américains. Et vous le savez, c'est le 2e chapitre, on en parle, Pierre-Yves Rougeron, c'est que la maison Meta, la maison mère de Facebook, a été condamnée par l'agence de protection des données irlandaise, DBC, a payé 1,2 milliard d'euros pour avoir continué le transfert de données d'utilisateurs européens vers des serveurs localisés aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est légal ou illégal, Pierre-Yves Rougeron? Alors, comme assez souvent avec les Européens, avec l'eurocratie, ça dépend pour qui. Je vais vous donner l'exemple de l'accord SWIFT que le Parlement européen avait demandé une 2e monture. L'accord SWIFT, c'est l'accord sur les données bancaires stratégiques quand même, c'est pas rien. Et c'est dans le cadre de l'antiterrorisme, les Américains les voulaient chez eux. L'Union européenne a dit bien sûr, le Parlement européen a dit non, 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 non. Il est évident que ce sera aux États-Unis, mais le Parlement européen veut aussi signer le document. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord SWIFT 2. C'est que le Parlement européen prend pour un problème de liberté publique, mais pas du tout. D'accord, ils ont signé aussi, oui. Voilà. Or, le problème, c'est que la Commission, elle est toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, Free Law of Information, c'est-à-dire circulation transatlantique des données. Sachant que pour des peuples qui vivent en Europe et pour le peuple américain, la notion de données, ça c'est très important. Ce n'est pas abstrait, c'est pas difficile à comprendre. Alors c'est quoi? Mais il faut l'avoir en tête. Oui. Pour quelqu'un qui vient du droit romain, ce qui est le cas des Italiens, des Français, en partie des Allemands, des Espagnols, la donnée vous appartient à vous parce qu'elle sort de votre personne. Donc elle est en partie votre propriété. Pour quelqu'un qui est dans le droit anglo-saxon, la donnée est un matériel sans maître, si vous voulez. C'est une chose. Et donc, on peut en faire commerce. Qui n'appartient à personne ou à tout le monde, quoi. Exact. Et donc, on peut en faire commerce. Vous comprenez que ce petit écart de vue donne un avantage commercial gigantesque au monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les anglo-saxons veulent une partie de ces données. Alors, et c'est là où nous arrivons à Elon Musk. Parce que la Commission européenne, elle est un peu gênée par ces agences comme le gouvernement irlandais qui demandent des respects de protection des données au nom de droits européens. Nous sommes d'accord, de droits des différents pays européens. Et la Commission européenne, elle a toujours plié face aux États-Unis, pas plié par menace, plié par volonté. Et donc, elle se dit, bon, comment je vais habiller le fait surtout dans un cadre de guerre d'Ukraine où les Américains me disent, comme c'est nous qui payons en partie la guerre,
vous avez intérêt à être plus lax avec vos données. Comment je vais pouvoir à la fois me coucher devant les Américains et rassurer certains gouvernements qui ne demandent qu'à croire par naïveté? Eh bien, je vais prendre le patron de Twitter qui est le profil idéal. Il a une réputation d'illibéral. Il est détesté de Joe Biden et il faut cajoler l'administration démocrate. Il est populiste ou réputé tel. Et en plus, on sait que si on s'attaque à lui, les autres boîtes américaines ne prendront jamais de contre-mesures contre nous. Donc parce qu'il est le vilain petit canard. C'est le bouc émissaire idéal. C'est le bouc émissaire parfait. Et c'est pour ça qu'on l'attaque maintenant, André Berkoff. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça va pas au-delà, juste Pierre-Yves Rougeron, est-ce que ça va pas au-delà de la liberté d'expression? C'est-à-dire que quand j'entends que ce soit Thierry Breton ou Jean-Noël Barrot ou d'autres dire, écoutez, il faut qu'ils se plient aux règles. Mais qui met le curseur sur la liberté d'expression? Qui décide des critères de la liberté d'expression? C'est Monsieur Musk enfin, moi, je les mets dos à dos. Qui décide? Est-ce que c'est en quoi et en quelle légitimité la Commission européenne va décider pour nous autres Européens? En quelle légitimité? C'est la question cardinale, la question de la légitimité, André Berkoff. Mais par contre, je vais vous dire une chose. Je pense qu'Elon Musk a au moins... Vous savez, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font. On peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais il y a une chose qu'il a fait et qui a mis le feu aux poudres. Rappelez-vous, c'est qu'il a viré de ses propres bureaux les services de renseignement américains. Oui, FBI Rappelez-vous. Et compagnie, absolument. Or, d'un côté, je suis désolé, qu'est-ce que des gens qui appartiennent à l'appareil répressif font sur des plateformes de réseaux sociaux et d'échanges entre citoyens? À titre personnel, mon côté libéral, liberté publique, devient un peu urticant sur ces questions-là. Or, on peut dire ce qu'on veut de Musk, mais c'est un acte profondément libertaire d'arriver dans un réseau de libre expression, de voir qu'il y a des flics et de virer les flics. C'est un acte libertaire, qu'on l'accepte ou pas. C'est clair, et c'est là où effectivement on va voir ce qui va se passer. Alors justement, par rapport à ça, Pierre-Yves Rougeron, est-ce que si, par exemple, le 25 août, puisqu'ils donnent toute la date du 25 août, ils décident d'abord ce seront des amendes, etc., et puis, disons, la suppression. Qu'est-ce que ça change pour les internautes? Est-ce que, par exemple, si demain la Commission européenne, puisque ce ne sera pas que la France, décide de couper le robinet ou de fermer le robinet Twitter, il se passe quoi? C'est fini? On n'aura plus Twitter? Ou il va y avoir des chemins de traverse? C'est très simple. Ça veut dire que le symbole de la liberté d'expression en Europe, comme en Corée du Nord, ça s'appellera le VPN. Le VPN, expliquez le VPN. Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez utiliser un dispositif technique qui va vous permettre de vous identifier comme un pays hors UE pour avoir accès à tous les médias censurés dans l'UE. D'accord. Ouais. Ce qui veut dire que vous faites entrer le citoyen lambda, père de famille, qui n'a rien fait à personne, qui veut s'exprimer ou s'informer, vous le faites entrer dans la case dissident politique. Oui, il faut mettre les mots derrière les choses, André. C'est intéressant, effectivement. On en fait un citoyen transgressif alors qu'il n'a rien demandé. Tout ça au nom de la liberté d'expression. Et en fait, au nom de l'Union européenne, oui. C'est très intéressant, on va suivre ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. C'est vraiment très éclairant. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut qu'on l'appelle monsieur le député. Donc, je résume rapidement pour nos auditeurs, en plein débat sur l'immigration, un rapport parlementaire présenté hier matin, par deux élus, Laurent Marcangeli de Corse et Estelle Youssoufa de Lyotte, du groupe Lyotte, et dit ceci: propose de soutenir le 101e département de France en répartissant l'immigration comorienne sur l'ensemble de tout le territoire français. Voilà, ils disent, écoutez, la seule manière, sinon Mayotte c'est terrible, Mayotte est saturé, Mayotte étouffe, etc. Eh bien, répartissons les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français, voilà. On finit avec le visa territorialisé à Mayotte, et vous allez nous expliquer ce que c'est d'ailleurs, et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, commençons par le début, c'est quoi le visa territorialisé? Oui. Lorsque vous êtes titulaire d'un visa,
pour aller à Paris, vous pouvez, ce qu'on appelle le visa Schengen, vous avez la possibilité également de circuler sur l'ensemble du territoire européen. Il se trouve que s'agissant de Mayotte, la France ne délivre pas au départ de Mayotte des visas Schengen. Ce sont des visas dits territorialisés, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à assurer la libre circulation exclusivement sur le territoire de Mayotte. Ah oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas aller partout avec ça. Quand vous avez un visa délivré par le préfet de Mayotte, qui est un visa territorialisé, il y a une disposition spécifique dans le CESADA qui le dit. À ce moment-là, vous circulez sur les 374 km² que constitue le territoire de Mayotte, exclusivement. Cette situation, que nous dénonçons du reste depuis très longtemps, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si on a un peu de temps, fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 titres de séjour qui sont délivrés par la France, renouvelés indistinctement sans aucune vérification. 100 000 par an? Non, 100 000 global. Tout, oui, quand même. Parce le stock. Ouais, le stock, oui. Ouais, quand vous dites sans vérification, sans vérifier, distribuer comme ça, je dirais presque. Non, enfin, quand le préfet est saisi, vous et moi, nous sommes à Mayotte, vous êtes français, je suis étranger, je saisis le préfet d'une demande de titre de séjour. D'accord. Le préfet va me demander un certain nombre de papiers, de documents justificatifs que je peux effectivement rester à Mayotte. Parmi ces documents, il y a, au titre d'exemple, une attestation d'hébergement. Donc je viens vous voir, mon cher Berkoff, est-ce que vous pouvez me faire un certificat d'hébergement? Vous faites un certificat d'hébergement, alors que vous-même, vous n'avez pas d'endroit pour vous loger, vous n'auriez que 2 pièces, avec des enfants, ainsi de suite. J'amène ce document chez le préfet, et le préfet instruit favorablement ma demande parce que j'ai quelqu'un qui m'héberge. Sauf que... Sans qu'il vérifie. Sans qu'il vérifie, alors que je peux vivre au nord et vous au sud, je peux vivre dans le talus 2 qui a été décasé, et on me délivre un titre de séjour. Comment? Ce n'est pas normal. Et nous avons demandé, les débats parlementaires le montrent, moi depuis 2017, d'ailleurs on peut remonter à 2005, en disant ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On n'a jamais voulu le faire. J'ai demandé à ce moment-là, dans l'idée, en tout cas dans ma démarche intellectuelle, c'est de dire l'État ferme les yeux et renouvelle les titres et délivre des titres parce qu'il considère que bon, c'est loin là-bas, loin des yeux et loin du cœur. Ce n'est pas la France à proprement dit, donc je fais... voilà. En revanche, si on disait, attention, la personne qui est titulaire d'un titre de séjour peut aller à Paris, à ce moment-là, peut-être qu'on donnera au préfet les moyens de vérification, 2, on demandera au préfet d'être un peu plus regardant pour délivrer les titres. Alors justement, Mansour Kamardine, ce rapport demande, il dit, écoutez, terminez avec ça, le fin du visa territorialisé à Mayotte, et puis qu'on répartisse ces migrants comoriens ou autres, enfin comoriens surtout, on le sait, à travers le territoire français. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition. Il faut distinguer 2 catégories de personnes. D'abord, il y a les MNA. Il faut savoir qu'un rapport officiel dit clairement qu'il y a 6 000 MNA à Mayotte. MNA. Les mineurs non accompagnés. D'accord. 6 000. Oui. Les départements les plus riches de France, quand ils annoncent 500, ils ne savent pas comment gérer, quoi en faire. 6 000. D'accord. Le président du conseil départemental vous dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver des solutions, peut-être accompagner un certain nombre au retour chez eux, ainsi de suite. Non. Il faut les répartir. Il y a une circulaire Taubira, donc il n'y a pas d'innovation et d'invention de la bombe atomique là-dessus, c'est uniquement... Ça existait déjà, vous voulez dire? Pas sur Mayotte, non. Mais il y a une circulaire Taubira, garde des Sceaux, qui dit il faut répartir la charge et créer la solidarité. Ça. Et donc, est-ce que c'est une honte que sur tout le territoire français. Sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a de honte à ce que Mayotte demande à bénéficier de la solidarité des autres départements? Je crois que c'est comme ça comment il faut le lire. Maintenant, il y a les adultes, ceux qui viennent. Oui. Peut-être si l'État met les moyens pour contrôler les frontières, on n'aura pas besoin de l'expression de cette solidarité puisque les gens ne viendront pas. Deuxièmement, s'il est plus regardant sur la délivrance des titres de séjour, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de cette solidarité puisque les gens ne reviendront pas et que tous ceux qui, de près ou de loin, ont bénéficié des faux documents
ainsi de suite, pourront être ramenés chez eux. Il y a aussi, sur les MNA, le comportement de la justice à Mayotte. Vous allez voir le juge en disant « Je veux demander la délégation de l'autorité parentale de ce gamin Mansour ». Le juge vous l'accorde sans vérifier si vous avez les moyens de m'héberger, de me prendre en charge, ainsi de suite. Donc il y a c'est fait, et le lendemain, on retrouve le mineur dans la rue qui caillasse les policiers, ainsi de suite. Donc en réalité, il faut, ça c'est les mineurs, mais j'ai parlé aussi des adultes. En réalité, il faut une espèce de tsunami de recomposition de l'instruction du dossier des étrangers à Mayotte. Et ça permettra probablement d'entendre la réaction de ces droits de l'homiste qui trouvent qu'à Mayotte, les étrangers ne sont pas en situation, ainsi de suite. Comme ça leur permettra de... voilà. Et puis, autre proposition que nous faisons, qui n'est pas fait là, mais juste un mot, c'est la question de l'instruction des primo-demandeurs de titres de séjour depuis nos postes diplomatiques. C'est-à-dire, avant d'aller à Mayotte, de dire, tous ceux qui ne demanderont pas le titre, ils ne le feront jamais régulariser à Mayotte. On va en parler tout de suite après les informations. Mansour Kamardine, vous restez avec nous. Auditeur de Sud Radio, c'est une question qui intéresse tout le monde, évidemment. Et après, nous recevrons Philippe Fontana, justement, sur la vérité sur le droit d'asile. Et vous verrez que si on considère tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe en général et en France en particulier, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que beaucoup de choses, on ne les connaît pas. À tout de suite. Tout de suite, les informations, et restez bien avec nous pour le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Chez Conforama, on pense à ceux qui veulent s'équiper sans jeter un froid à leur budget. Avec le réfrigérateur combiné Samsung 344 litres, froid ventilé intégral à 599,99 €. Une grande marque et une grande capacité. Conforama, jusqu'au 12 juin, voir conditions sur conforama.fr. Tu viens aux courses de chevaux avec moi dimanche? C'est gratuit pour les enfants avec plein d'animations. Et les chevaux, on les voit de très près. Ils sont beaux. Dimanche 4 juin, venez faire la fête sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 03 82 02 41. Hop hop hop. Ouais, toi là. Toi qui as le goût de la fête, mais pas vraiment les compétences culinaires qui vont avec. Toi qui adores recevoir tes amis, mais qui a tellement la flemme que tu veux même pas aller chercher ta commande. Oh bravo. Bah tu sais quoi? T'as bien raison, il y a Flunch Traiteur. Flunch Traiteur, le traiteur par Flunch. Pour toutes vos bonnes occasions. Disponible sous 24 heures en restaurant et même livré chez vous. Flunch. Détails sur flunch-traiteur.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bon. Vous avez décidé de vendre votre logement? Ok. Mais à quel prix? Particulier à particulier vous donne la réponse en quelques clics. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Vous allez sur pap.fr. Vous cliquez sur Prix IMO. Vous rentrez votre adresse. Vous répondez à quelques questions concernant votre bien et c'est tout. Votre prix apparaîtra automatiquement. Alors, rendez-vous sur pap.fr. pap.fr. Chérie, c'est qui? C'est Amazon Prime qui nous livre Roland Garros. L'arbitre, ok, les ramasseurs de balles, super, et même Caroline Garcia. Roland Garros anime vos soirées. Du 28 mai au 11 juin, 10 matchs du soir en direct sur Prime. Inclus avec votre abonnement Amazon Prime. Abonnement payant obligatoire. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime. Vous entendez ce son? C'est celui de Grimbergen. Pour cette nouvelle saison, Grimbergen a imaginé un nouveau brassin. Grimbergen Brassin de printemps. Une édition limitée aussi fraîche que fruitée. Pour une éclosion de saveurs délicates. Avec Grimbergen, le printemps a un goût de nouveauté. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Nocibé. Parce que les mamans sont exceptionnelles, chez Nocibé, nous avons tout ce qu'il faut pour les gâter et prendre soin d'elles. Chez Nocibé, jusqu'à ce dimanche, profitez de moins 25% sur tous les parfums et sur une sélection de coffrets. Nocibé. La beauté partagée. Click and collect en 1 heure seulement, voire conditions en magasin. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Oh, la belle idée des pommes de terre primeur. Oui, j'en profite. Vous avez tellement raison. Bah, c'est la saison. Oh, les pommes de terre primeur. Fraîchement récoltées. Oui. Sautées en salade. Ou en brochette. Oh, en brochette, c'est délicieux. On se fait un petit barbecue. La pomme de terre,
elle a tout pour plaire. Avec But, si on a envie de prix coûtant, c'est facile. Il suffit d'y aller. Les prix coûtants, c'est en ce moment chez But. Profitez d'une sélection d'articles à prix réduit au plus bas. Pas de marge. Pour vous, c'est tout bénef. Mais faites vite, ça ne durera pas. Ça coûte rien d'aller voir. Sélection de produits en magasin et sur but.fr. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. Les informations avec Florian Lafont. Bonjour Florian. Bonjour à tous. 3 semaines après la mort de l'INSEE dans le Pas-de-Calais, les proches de l'adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement scolaire ont déposé 4 plaintes contre le directeur du collège, l'Académie de Lille, les services de police et contre le réseau social Facebook. La famille de la jeune fille estime n'avoir reçu aucun soutien de la part des services de l'État malgré plusieurs signalements ces derniers mois. Le complotiste Rémi Daillé remis en liberté, soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en 2021 et d'alimenter des projets d'attentats et de coups d'État. L'ancien cadre du Modem est sorti de prison hier soir. Il était incarcéré depuis 2 ans à la maison d'arrêt de Strasbourg. La chambre d'instruction de Paris a autorisé sa libération assortie d'une assignation à résidence sous bracelet électronique. L'Ukraine tente-t-elle une riposte? Moscou affirme avoir repoussé ce matin une tentative d'invasion ukrainienne à sa frontière. L'armée russe dit avoir utilisé aviation et artillerie pour contrer les forces de Kiev. Une réponse ukrainienne après l'offensive russe la nuit dernière qui a fait au moins 3 morts dont un enfant dans la capitale. C'est l'un des changements de ce 1er juin. Depuis aujourd'hui, vous pouvez résilier vos contrats d'assurance plus facilement qu'avant en seulement 3 clics. Sur leur site internet par exemple, les assureurs doivent mettre à disposition une fonctionnalité gratuite sous forme d'un bouton pour se désabonner simplement. Les sites internet qui ne proposent pas ce service encourent une amende. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour pour déclarer vos impôts en ligne. Si vous habitez dans les départements numérotés entre 20 et 54, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous rendre sur le site des impôts. Les autres, ceux des départements 55 à 95 et l'outre-mer, ont jusqu'au 8 juin pour le faire. Et puis en mode foot, pour finir, l'histoire se termine déjà pour Igor Tudor à Marseille. L'entraîneur croate aurait annoncé ce matin à ses joueurs qu'il quitterait son poste à l'issue de la saison. Igor Tudor va donc partir de l'OM après seulement 1 an sur le banc. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous. À notre écoute. Merci beaucoup Florian Lafont. La météo Sud Radio. La météo de Rémi André avec un temps égal à lui-même encore aujourd'hui. Oui, le temps change peu, évidemment, avec cette situation assez stable. Du beau temps sur la moitié nord, avec du soleil et des températures à la hausse. Et sur le sud, toujours cette instabilité. Alors l'instabilité nous donne encore pas mal de nuages entre les Pyrénées et la Garonne, avec quelques ondées encore possibles. Mais l'activité orageuse va reprendre dès le début d'après-midi. Des orages ou des averses vont débuter donc sur le relief pyrénéen, mais également le sud des Alpes, la Provence, remontant vers le Massif central, l'Auvergne, le Limousin et également le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, on aura des passages nuageux sur la moitié sud. Au bord de la Méditerranée, on va rester au calme. Et cela va se passer avec des températures un petit peu moins chaudes qu'hier. On ira jusqu'à 26 degrés tout de même à Marseille, 24 degrés à Perpignan et aux alentours de 24 à 26 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Sur la moitié nord, là, en revanche, les températures sont plus chaudes, je vous le disais, puisqu'elles pourront atteindre les 25 à 29 degrés. 29 degrés sont prévus tout à l'heure à Paris, 28 degrés pour Nantes, 28 à 29 degrés également à Strasbourg. Merci beaucoup Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est un Mahorais français qui parle aux Français de la métropole. Et justement, à propos de... Vous voyez, on entend tout aujourd'hui, effectivement, mais pourquoi? Voilà, un rapport sorti hier, qui dit pourquoi, effectivement, avec ce qui se passe à Mayotte, et nous avons entendu beaucoup de choses, hein, et on continue d'en parler, on continuera d'en parler, nous d'ailleurs, bien sûr. Faut-il répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français? Est-ce que le problème n'est pas justement autre et prendre les choses en amont et pas en aval, Mansour Kamardine? Oui, je crois que si je devais reprendre ce qu'il disait tout à l'heure, que les carottes sont cuites, s'agissant de la question migratoire qui affecte notre pays. Et donc là, je pense que je ne peux pas parler à la place des auteurs de ce texte, mais je pense que le but recherché est désormais atteint
en ce sens que ça permet effectivement de poser le débat sur la place publique. Le débat est posé et surtout de faire prendre conscience aux gens que ce qui se passe à Mayotte est insupportable parce que personne, aucun des 577 députés n'accepterait de vivre dans leur circonscription ce que nous vivons. Oui, maintenant, les solutions, pour répondre directement, plus directement à votre question, oui, la solution ou les solutions, c'est de prendre des sujets en amont, bien en amont, et c'est ce que nous proposons nous. C'est la question de nous interroger sur les politiques publiques qui sont comme des aimants qui attirent tout le monde vers Mayotte, la scolarisation pour tous, la santé gratuite pour tous, le logement pour tous ceux qui sont là, qui n'avaient pas à être là, et c'est la raison pour laquelle nous nous proposons que les demandes l'idée, ce n'est pas de fermer définitivement, c'est impossible, mais qu'il y ait les demandes, les primo-demandes de titres de séjour soient instruites par nos postes consulaires, de façon à ce qu'on sache qui vient. Ensuite, qu'on modifie les dispositions législatives pour dire tous ceux qui arriveront sur le territoire national, notamment à Mayotte, eh bien, ils ne pourront jamais prétendre à une régularisation. Je crois que ça permettrait déjà de poser le sujet. Quand vous avez des médecins qui vous disent, à Anjouan, qui vous disent que c'est le système de santé applicable à Mayotte en raison de sa gratuité qui déstabilise et qui pousse tout le monde à aller au point que cet hôpital est devenu une espèce d'un hôpital fantôme, je crois que nous devons nous poser la question très simplement et dire, oui, nous avons été trop généreux, nous sommes allés au-delà de ce qui était possible, il faut revenir à des considérations beaucoup plus responsables. Eh bien, c'est intéressant parce que c'est même plus qu'intéressant, ce qu'Amandine, vous dites, et d'intéressant, vous dites, vous n'êtes pas loin des propos que tient Philippe Fontana, l'avocat, sur le droit d'asile. Effectivement, c'est la France, et puis c'est un problème qui est total. En tout cas, merci d'être venu nous en parler et nous continuerons d'ailleurs à vous recevoir parce que situation explosive et qu'on ne peut pas laisser ce qui se passe à Mayotte et ailleurs se développer comme ça. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour, bonjour André Berkov, merci pour votre invitation. Bah écoutez, c'est une invitation vraiment non seulement méritée, c'est prétentieux de ma part, mais c'est une invitation qui devait avoir lieu depuis que j'ai lu votre livre, La vérité sur le droit d'asile. Vous êtes avocat, Philippe Fontana. Je rappelle que vous êtes auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. D'ailleurs, vous en parlez par rapport à une certaine réunion avec Gérald Darmanin. Et puis celui du ministère de l'Intérieur aussi, justement, à propos de cette réunion. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit votre livre, c'est un peu comme on entend le député de Mayotte, Mansour Kamardine, on se dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ce n'est pas, il est minuit, docteur Fontana, mais est-ce que c'est pas trop tard? C'est-à-dire quand, moi je voudrais que on dise l'état des lieux, d'abord parce que vous savez, le droit d'asile, évidemment, la France, pays des droits de l'homme, la France qui doit accueillir, tout ça, on le sait, on l'a dit. Mais quand la réalité, quand le réel frappe à la porte, ce que je dis souvent, et je voudrais qu'on rappelle l'état des lieux par rapport à il y a encore 1 an, encore 10 ans, Philippe Fontana. Où en est effectivement en France le droit d'asile? Combien de personnes arrivent? Combien de personnes régulières ou surtout irrégulières? Parce que c'est ça le problème. Où on en est de ce point de vue-là? Alors, nous en sommes à 156 000 demandes d'asile en France en 2022. Mais en fait, vous résumez très bien la difficulté du droit d'asile en France parce que vous mélangez le caractère régulier et le caractère irrégulier. La plupart des demandeurs d'asile arrivent en France de manière irrégulière, mais le seul fait qu'ils demandent l'asile leur confère un caractère régulier à leur séjour. Et c'est cette dichotomie que j'expose dans mon livre. La première dichotomie, c'est celle entre le caractère sacré de l'asile et son dévoiement massif dans des proportions jamais égalées en France aujourd'hui. Je vous rappelais ce chiffre de 156 000. En 2012, vous n'aviez que 61 000 demandeurs d'asile. Donc c'est un chiffre qui va s'aggravant. Et surtout, aujourd'hui... On est à 122, on était à 61. On est à 156 000. 156 000. 156 000 en 2022.
Et en 2012, on a été à 61 000. En 10 ans, le chiffre a été multiplié quasiment par 3, puisqu'on attend 200 000 demandeurs d'asile dans notre pays en 2023. Aujourd'hui, on a les chiffres donnés par l'Union européenne et par Frontex. Le nombre d'irréguliers qui traversent la Méditerranée centrale a augmenté de 300%. Il va y avoir sans doute cette année une augmentation de la demande d'asile quasiment dans les mêmes proportions que dans l'année 2015, l'année qui a vu 1 million de personnes arriver dans l'Union européenne. Donc la situation est dramatique et rien... la réponse des autorités étatiques n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pourquoi ? Parce que nous sommes corsetés par un certain nombre de règles. Et en outre, les associations, comme le disait le député de Mayotte, font tout pour promouvoir le dévoiement du droit d'asile. Vous en parlez dans votre livre, et d'ailleurs nous allons en parler en détail, parce que effectivement, honnêtement, le tableau est préoccupant, et c'est une litote. En fait, le tableau est dramatique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, soi-disant, on fait des choses, vous savez, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser, comme disait Cocteau, et on a l'impression que voilà, ça tourne, et votre livre, vraiment, il est passionnant, et je le recommande aux éditeurs, aux résistants de Sud Radio. Regardez ce qui se passe. Et quelque chose est là de façon étonnante, et je voudrais qu'on parle tout de suite de cela, Philippe Fontana, c'est la mainmise de l'Union européenne sur les politiques nationales. Alors, le terme de mainmise n'est pas totalement inexact, mais c'est surtout l'asile est devenu une compétence partagée. Or, on peut difficilement sortir de ce corset juridique que nous impose l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui se rendent aujourd'hui au Danemark et qui rendent de visite ex-bodier en disant, voilà, le Danemark a trouvé la solution au traitement de l'asile. Mais pour que la France suive l'exemple danois, on en parlera, encore faut-il que les Français eussent voté contre le traité de Maastricht en 1992. Les Danois ont voté contre le traité de Maastricht et ça leur a permis de déclencher une négociation et d'obtenir une clause de opt-out qui leur a permis de ne pas appliquer les dispositions en matière de sécurité intérieure et de justice, donc d'asile. Donc le Danemark a la liberté entière de faire ce qu'il veut. Ah oui. Et donc quand ils vont dire, célébrer les vertus du Danemark, il dit oui, mais le Danemark a voté, c'est ça, le Danemark n'est pas sujet aux réglementations européennes. Oui, non seulement ils le font avec frénésie, mais c'est un véritable leurre. Vous parliez de désespoir. En fait, ils contribuent à désespérer nos concitoyens. Parce qu'il y a des solutions qui existent, les solutions danoises, il y a des solutions qui existent, les solutions hongroises. Le Danemark est en dehors du corset européen, et la Hongrie en est à peu près 6 ou 7 manquements, parce qu'ils refusent d'appliquer la législation européenne sur l'asile. Mais vous savez, la Hongrie a des résultats absolument spectaculaires. En 2015, il y avait 175 000 demandes d'asile en Hongrie. Vous savez combien il y en a eu en 2020 ? 90. Ah ouais. 90. Drastiquement baissé. Drastiquement. Or, la Hongrie démontre bien qu'il n'y a pas de corollaire entre le droit d'asile et la migration, comme nous le font croire les associations en France. Pourquoi ? Parce que la Hongrie a besoin de travailleurs. La Hongrie fait venir des travailleurs étrangers, le plus souvent d'Extrême-Orient, mais la Hongrie ne supporte pas le dévoiement, ne supporte pas l'hypocrisie et ne supporte pas le fait accompli. En France, on est devant un fait accompli. Vous avez une personne qui rentre sur le territoire national de manière irrégulière. Il suffit qu'elle demande l'asile en France pour qu'elle soit hébergée et pour surtout que son séjour devienne régulier. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est formidable, c'est cette tartufferie sémantique, tout à fait institutionnalisée ou presque. Et on va tout de suite en reparler après une petite pause avec Philippe Fontana. À tout de suite, restez avec nous. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Philippe Fontana sur son nouveau livre La vérité sur le droit d'asile. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Philippe Fontana, l'avocat Philippe Fontana, et un livre tout à fait choc, au bon sens du terme, La vérité sur le droit d'asile, paru aux éditions de l'Observatoire. Philippe Fontana, peut-être mettons un peu les choses au point et les mots MOTS sur les mots MAUX. On confond trop souvent ou très souvent droit d'asile et immigration. Quelle est la différence, parce qu'elle existe, et en quoi fait-elle les effets et les conséquences que l'on sait? Bon, on peut reprendre le préambule de la Constitution qui a été cité par Gérard Darmanin dans sa dernière interview aux Parisiens en début de semaine. Tout homme persécuté pour son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Voilà, tout est dit. La Convention de Genève... C'est dans la Constitution. C'est dans le préambule de la Constitution. Vous savez, on est en 46. Ça, ouais. On est sorti de l'oppression nazie. Et le législateur, le constituant, a souhaité qu'on vienne rappeler les droits élémentaires. Bien sûr. Le droit au travail, le droit à l'éducation, et il rappelle le droit à l'asile. C'est un droit sacré depuis l'origine du monde. Les Grecs l'appliquaient, les Romains l'appliquaient, l'Église catholique l'a appliqué, l'État l'applique depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est sacramentel, l'asile. C'est quelque chose auquel nous sommes tous attachés. C'est une infusion. On sait que l'étranger persécuté, D'ailleurs, lorsqu'on reprend le texte biblique, et tu connais l'étranger parce que toi-même tu as été persécuté en Égypte. Vous savez, il y a ce sens de la persécution qui rend l'étranger sacré. On l'accueille parce qu'il est persécuté. Donc il y a le préambule de la Constitution, il y a aussi la Convention de Genève de 51 qui dit que toute personne persécutée a raison, ça c'est très important, a raison pour ses opinions politiques, en raison de sa race, en raison de sa nationalité, en raison d'un certain nombre de critères, eh bien, elle a le droit à l'asile. Alors, la difficulté, c'est que l'asile a été de plus en plus étendu et a été étendu à la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, elle couvre une catégorie beaucoup plus large que les demandeurs d'asile. Par exemple, toute personne qui est confrontée à une situation de violence aveugle issue de la guerre peut venir demander une protection subsidiaire en Europe. C'est exactement le cas du Syrien, qui est à Alep. Enfin, ça rentre dans les droits d'asile, ou presque. Ça rentre dans la protection internationale, mais il n'est pas aussi fort que le droit d'asile. Mais ça a permis l'entrée d'un certain nombre de personnes sur le territoire de l'Union européenne. D'accord. Et alors justement, continue comme ça, et après ça s'est étendu, jusqu'au jour où, quand même, et on va parler des associations, on ne sait plus où mettre le curseur. Le curseur, on a l'impression que le curseur a été jeté dans la rivière et que voilà, quand Rocard dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais justement, où ça s'arrête? Alors justement, je cite Michel Rocard dans mon livre parce que la déclaration de Michel Rocard, qui est connue par tout le monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle vient justement sur le sujet de l'asile. Bon, il faut rappeler quelques chiffres. En 1973, il y a 1600 demandeurs d'asile en France. 1600. Oui, 1600. Et ils en bénéficient tous. C'est-à-dire toute personne qui demande l'asile en bénéficie. Aujourd'hui, j'ai rappelé le chiffre, il y en a 156 000. Mais la différence, c'est qu'auparavant, c'était des Espagnols qui sollicitaient l'asile, c'était des Basques qui sollicitaient l'asile, c'était des Chiliens. Les Chiliens qui ont sollicité l'asile après le coup de Pinochet en 1973, ils venaient en France parce que toute personne sait que la France est la patrie des droits de l'homme. J'ai relu récemment la promesse de l'homme de Romain Gary. La promesse de l'aube, oui. La promesse de l'aube. Vous voyez Romain Gary qui vient en France parce qu'il est persécuté en raison de sa judéité, soyons clairs. Il est persécuté par les Cosaques en Lituanie. Il vient en France et il discute en français avec sa maman. Alors qu'il n'a comme seule relation avec la France que l'amour pour notre pays. Absolument. Ça, entre Romain Gary et le Bangladais qui demande l'asile en France, il y a un monde incommensurable. Or, on sait qu'aujourd'hui, les 3 pays
dont les demandeurs demandent le plus d'asile en France sont dans l'ordre l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Or, l'asile ne leur est pas accordé, surtout pour les Bangladais. Et la difficulté, c'est que, on y reviendra si vous voulez bien dans le détail, une fois qu'ils sont entrés sur le territoire national, une fois qu'ils ont mis l'État devant le fait accompli, eh bien, ils ne peuvent quasiment pas revenir dans leur pays d'origine. Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas d'ambassade en Afghanistan. Donc comment voulez-vous organiser le rapatriement de tous ces Afghans qui n'ont pas obtenu le bénéfice de leur demande d'asile? Et c'est très important, on peut enchaîner là-dessus, Philippe Fontana, c'est que en fait, vous dites dans votre livre que pratiquement, je dis pas à 100%, mais les gens qui arrivent, entre l'aide des associations, les aides juridiques, les subventions auxquelles ils ont droit presque, très vite, sinon immédiatement, eh ben c'est très difficile qu'ils repartent. Bon, on va reprendre quelques chiffres. Je vous disais qu'en 2012, il y avait 61 000 demandeurs d'asile. Oui. Et sur ces 61 000 demandeurs d'asile, l'OFPRA ne leur accordait ce droit qu'à 10% des demandeurs. Aujourd'hui, l'OFPRA accorde ce droit à 25% des demandeurs. Ensuite, ceux qui ont été déboutés par l'OFPRA peuvent saisir la Cour nationale du droit d'asile qui leur donne raison sur 40% des dossiers. C'est-à-dire que vous avez... En plus, c'est oui, ça, ouais, vous avez des chiffres très simples. Ouais. En France, sur 100 demandeurs d'asile, in fine, vous en avez seulement 60 qui sont déboutés. Or, sur les 60 qui sont déboutés, en 2012, vous aviez 22% de reconduction à la frontière. Mmh. En 2022, vous n'en avez que 5,6%. Donc, la personne qui demande d'asile en France, elle a toutes les raisons, elle a toutes les chances pour rester sur le territoire national. Elle arrive, elle demande l'asile, elle est logée. C'est une directive européenne qui nous y contraint, un accueil digne. Au bout de 6 mois, elle a le droit de travailler, avec les délais. Automatiquement. Automatiquement, au bout de 6 mois. On peut faire un peu d'histoire. 85, c'est la circulaire Fabius qui donne le droit de travailler à tout demandeur d'asile immédiatement. On est arrivé à ce que maintenant on soit passé de 9 mois à 6 mois. Et encore une fois, c'est une directive européenne qui nous l'impose. Donc la personne peut travailler au bout de 6 mois. Malgré les 103 millions d'euros accordés annuellement à l'OFPRA et aux 48 millions alloués annuellement à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, elle a autant de budget que les 8 cours administratifs d'appel dans toute la France. Bien, malgré ces budgets colossaux, il faut à minima 1 an pour qu'une personne voit sa demande traitée entre l'OFPRA et la CNDA, alors même que les chiffres, et c'est là où on voit encore une fois le paradoxe, les chiffres contenus dans la législation ne sont pas du tout les mêmes, les chiffres imposants. Par exemple, une personne qui vient d'un pays d'origine sûre, l'OFPRA devrait traiter sa demande en 15 jours. Oui. Et la CNDA devrait traiter son recours en 5 semaines. Donc vous voyez, entre le réel et ce que prévoit le législateur, il y a un vide, encore une fois, très important. Vous me parliez des associations. La première action des associations, c'est de contester systématiquement la liste des pays d'origine sûre qui est définie par l'OFPRA. Et le plus souvent, avec raison. La Serbie, non, c'est pas un pays d'origine sud. La Turquie, non, c'est pas un pays d'origine sûre. Oui, à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la meilleure manière de traiter la demande d'asile, c'est de faire le constat, et d'ailleurs ici en point, à la CNDA et à l'OFPRA, avec des dizaines de personnes qui travaillent sur des implications géopolitiques, c'est est-ce que ce pays est sûr ou pas ? Est sûr ou pas, avec une présomption. Évidemment qu'une personne qui est persécutée par le pouvoir géorgien peut demander l'asile en France, et elle l'aura. Mais on ne parle pas de l'immense majorité. Donc vous voyez, on prend toujours l'exemple du vrai demandeur d'asile, de celui qui est vraiment persécuté dans son pays, pour masquer la réalité économique. En France, encore aujourd'hui, sur les 325 000, il y a 325 000 personnes qui obtiennent un titre de séjour. On va schématiser, il y a 110 000 étudiants, il y a 90 000 personnes pour le regroupement familial, il y a déjà 50 000 personnes qui obtiennent leur venue régulière en France pour des considérations humanitaires. Vous avez les 325 000 qui regroupent toutes les demandes, et ensuite vous avez les 156 000 demandeurs d'asile. Donc vous, aujourd'hui, c'est devenu la filière
pour obtenir une régularisation en France. On va en parler après cette petite pause et on va parler d'économie parce que l'économie joue un rôle au moins aussi important que le politique et on aimerait vous en parler, Philippe Fontana. À tout de suite. Le droit d'asile, vous avez des questions sur ce sujet brûlant. Philippe Fontana est là pour y répondre au 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le tsunami du droit d'asile, un droit d'asile qu'il faut dire, je ne sais pas s'il est déformé, je ne sais pas s'il est tronqué, je ne sais pas s'il est dévoyé ou autre. D'ailleurs, vous le dites vous-même, le système dévoyé, coûteux et militant, dites-vous Philippe Fontana. Mais parlons un peu, vous en parlez dans votre livre aussi, on parle de politique, mais il y a aussi cette espèce d'incitation économique en disant chez certains, eh ben oui, mais enfin, dans les métiers en tension, ce qu'on appelle les métiers en tension, on a besoin d'immigration. D'abord, ils coûteront moins cher, c'est clair, ils seront prêts à accepter beaucoup de choses, on le voit, un certain nombre de métiers. Est-ce que ça ne joue pas, ça aussi, quelque part, fortement? Oui, parce qu'il y a une certaine coalition qui fait croire que la demande d'asile est encore appuyée sur des réalités, alors qu'en fait, elle est économique. En fait, soyons clairs, parlons clair, puisque vous aimez cette expression. La personne qui vient solliciter l'asile en France, elle ne va pas attendre les 6 mois pour travailler, puisque la plupart du temps, elle est dans un CADA. Or, qu'est-ce qu'elle fait dans un CADA? On ne lui apprend même pas le français. Centre de droit d'asile. Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà. Donc, cette personne, c'est naturel qu'elle cherche à travailler pour aider sa famille qui reste dans son pays. Alors, une des caractéristiques du droit d'asile, c'est lorsqu'on est réfugié, lorsqu'on obtient le fameux sésame, on a le droit de faire venir toute sa famille par le regroupement familial sans les bornes qui ont été établies en matière de regroupement familial sur une immigration classique. Il n'y a pas l'obligation d'obtenir, de pouvoir disposer d'un appartement et d'un certain nombre de revenus. Ah, vous voulez dire que quand on a le droit d'asile, on est quelque part, on peut faire venir sa famille tout de suite. Et c'est même une obligation qui pèse sur l'État. Alors justement, parlons-en. Donc il y a ce côté économique incontestablement, la main-d'œuvre, les métiers en tension, on a besoin de ça. Et cette espèce et puis on l'a vu, cette situation régulière mais au fond, quand on lit votre livre, Philippe Fontana, on se dit, mais attendez, il n'y a plus de garde-fou. Je veux dire que la machine avance, qu'on s'en réjouisse pour certains, qu'on le déplore pour d'autres, mais on ne voit pas du tout, alors on va en parler, mais comment il pourrait y avoir des freins? Le Parlement européen fonctionnant comme il fonctionne, on l'a vu dans le Covid et autres, la Commission européenne faisant ce qu'elle veut, où peut-il y avoir des garde-fous, au moins des freins à tout cela? Bon, le garde-fou, c'est la frontière. Qu'elle soit nationale ou européenne. Vous dites qu'il y a pas si on n'a pas de frontière, il n'y a pas de pays. Un pays sans frontières, ça n'existe pas. Ça me paraît évident, mais c'est pas l'idéologie des promoteurs du droit d'asile dévoyé. Quand vous voyez le député Carême au Parlement européen, sur sa sacoche, il y a écrit « No border ». Pas de frontières. Et donc, lui fait partie de tous ces gens qui se servent du caractère sacré du droit d'asile pour faire rentrer des migrants économiques, puisque pour eux, il n'y a pas de frontières. La France est un pays d'accueil sans limite. Donc la frontière, elle est soit étatique, c'était la frontière avant Schengen. D'ailleurs, le président Mitterrand était très rétif envers Schengen. Il sentait quand même qu'il y aurait des répercussions, et c'est Jean-Marc Sauvé qui est un des pères. Cela dit, le président Mitterrand a fait voter Maastricht quand même. On en tire les conséquences aujourd'hui, mais en tout cas, il sentait. Il ne s'est pas opposé à Schengen, mais il sentait que ça serait un changement. En fait, depuis 30 ans, il y a un changement de souveraineté, il y a un changement de frontières. Donc on est passé d'une souveraineté nationale à une souveraineté européenne, même si c'est un oxymore. Donc la frontière, elle n'est pas défendue nationalement, elle est défendue européennement. Or, le Parlement européen vient de voter le 20 avril un texte qui permet
la négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil, c'est le fameux trilogue, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et dans ce 20 texte... avril dernier, là. Oui. Alors que ça fait depuis 2020 que la Commission européenne a lancé son pacte sur la migration et l'asile. Et le précédent pacte qui n'avait pas abouti, c'est en 2016. Donc effectivement, l'Union européenne n'arrive pas à traiter la question de l'asile, en particulier, et la question de la migration. Et donc, ce fameux accord pour négocier comporte la relocalisation. Et j'écoutais avec beaucoup d'attention votre précédente invitée, le député LR de Mayotte, qui parlait du danger de la relocalisation. Mais en fait, la relocalisation, ça arrange les Italiens. C'est pour ça qu'il y a cette friction entre les Italiens et les Français sur la migration et sur le caractère d'asile. Parce que les Italiens disent, on n'en peut plus. On aimerait bien que vous preniez à votre compte un certain nombre de migrants. Que vous preniez votre part. Et qu'on prend notre part. Et donc, en fait, à force de prendre la part, c'est comme les CADA. Les CADA, à l'origine, c'était en Île-de-France. Et maintenant, les CADA, on les retrouve à Saint-Brévin. Donc, non seulement... Calac et ailleurs, oui. Il y a les CADA à Saint-Brévin et dans la ville que vous avez citée. Mais il y a pire que la relocalisation. Il y a la réinstallation. Monsieur Berkoff, est-ce que vous savez que non content d'accueillir des réfugiés sur le territoire national, il y a un programme monté entre la France, l'Union européenne et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui impose à la France d'aller chercher des demandeurs d'asile, ceux à qui le HCR a reconnu la qualité de réfugiés dans l'Afrique subsaharienne. Entre décembre 2017 et février 2019, la France s'était engagée sur 10 000 réinstallés. Vous savez combien on en a réussi à en réinstaller ? Combien ? 9 960. Alors, pour une fois que la politique française marche, en tout cas, elle marche sur la réinstallation. Donc, il y a la délocalisation et la réinstallation. Bon, donc, en fait, il faut bien comprendre que la migration, c'est un sujet qui est partagé entre l'Europe et la France. Mais il faut s'y investir. Quand on prend la directive du 26 juin 2013, directive procédure, directive accueil, elle permet à un État de déclarer irrecevable une demande d'asile si la personne est passée par un pays tiers sûr. Donc, on reprend la lente migration d'un Afghan ou d'un Bangladais. Le Bangladais, peut-être qu'il va passer par le Pakistan. Bangladesh, Pakistan, c'était un peu pareil jusqu'à début de la guerre des années 70. Ensuite, il va passer par l'Inde. Ensuite, il va passer par un certain nombre d'États avec qui il aura plus de relations qu'avec la France. Eh bien, cette directive n'a pas été transposée ni dans la loi Immigration-Asile de 2015, ni dans la loi Immigration-Asile de 2018. Donc, lorsqu'on parle d'Europe, la France, l'État, le gouvernement pourrait se saisir de ces subtilités juridiques pour faire baisser la demande d'asile dévoyée. Oui, ça, encore faut-il qu'il en ait la volonté, ce qui n'est pas du tout joué, mon cher maître. Mais vous savez ce que le général de Gaulle évoquait en parlant de Lebrun en 40. Encore faut-il qu'il y ait un État et encore faut-il qu'il y ait un chef. Voilà, bon. Tout est dit. C'est une volonté politique. Et pourquoi j'ai écrit ce livre ? Pour nos concitoyens. Bien sûr. Pour qu'ils sachent ce qui se passe en matière d'asile et en matière de dévoiement de ce droit sacré. Et qu'ils aillent voter aux prochaines élections européennes parce que ça en vaudra la peine eu égard à la situation. Lucien, nous avons des auditeurs. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur le sujet du droit d'asile, et on commence avec Anna Maria de Bagnères de Bigorre. Bonjour Anna Maria. Bonjour Anna Maria. Bonjour. Très très contente de pouvoir prendre la parole. Alors, bien sûr qu'il y a le droit de retrait, donc je suis traductrice-interprète. Oui. Et donc, en tant que traductrice-interprète, j'ai eu, bien sûr, depuis 1992, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de migrants. Oui. Dans ce cas précis, c'est des migrants roumains et hongrois. Voilà. D'accord. Donc, bien sûr qu'un traducteur fait que traduire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas assisté à des situations complètement folles.
Ouais. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le régime de Ceausescu est tombé en 1989. Oui. Et donc en 92, j'ai commencé à être donc traductrice-interprète, oui. et 93 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu des gens qui demandaient des droits d'asile. Depuis la Roumanie. Bon. Oui, alors que le régime est tombé il y a plus de 20 ans. 89. 30 ans. Alors, pour vous dire que mes parents et moi-même, enfin, surtout mes parents, ils ont demandé 20 ans de partir, de quitter la Roumanie. Et donc, vous savez très bien la réalité. Donc, Oui, bien sûr. voilà. Donc, on a été complètement bâillonnés, complètement, voilà. Mais Anna-Maria, ce que vous dites, vous, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, 30 ans après, ou Roumanie ou Hongrie, qui profitent, en fait, ce sont des pays aujourd'hui qui ne sont plus en dictature. Depuis 89, voilà, ça absolument. demande toujours. Alors, le problème, c'est la plus grande hypocrisie que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers parce qu'on ne veut pas leur donner les papiers, c'est qu'ils jettent leurs papiers à la frontière. Et la loi française dit que si la personne n'a pas de papier, on ne peut pas dire d'où elle venait, et donc on ne peut pas la renvoyer dans son pays. Et entre le moment où il demande le droit d'asile, où il rentre dans une association voilà, qui n'a ni les moyens, enfin n'a pas le moyen d'aller jusqu'au bout, donc c'est juste de la poudre aux yeux, parce que ces gens-là, ils sont, voilà. Le problème, c'est que ces gens-là, 3 mois après, quand il y a une réponse qui arrive administrative dans une fausse adresse, ou dans des adresses loufoques, s'ils sont hongrois ou Roumanie inversement, les gens sont déjà partis et clandestinement assis quelque part ouvert. Voilà. Etc. Bien voilà. sûr, bien sûr. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit, si vous voulez, de m'exprimer, mais je pense que depuis 92, je ne dis pas qu'aujourd'hui on demande des droits d'asile, mais on jette les papiers. Et donc, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, je sais que tu dois prouver ton identité. Donc, si tu veux avoir une demande ou quoi que ce soit, il faut que tu prouves. Bien Chez sûr. nous, c'est à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire que si tu n'as pas les papiers, automatiquement, tu as tous les droits. Voilà. Anna-Maria, merci. Oui. Justement, on n'avait pas évoqué ça. Philippe Fontana, c'est intéressant. Les gens qui jettent leurs papiers, voilà, vous demandez des papiers, moi j'ai pas de papiers, et puis débrouillez-vous. Alors, justement, madame a apporté un synonyme à... vous évoquez la tartufferie, madame, et évoque l'hypocrisie, c'est très vrai. Mais l'Union européenne se défend quand même. Il y a Eurodac, qui est un mécanisme qui permet de prendre les empreintes digitales de toute personne arrivant à la frontière. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui arrive d'un pays tiers sûr ou d'un pays d'origine sûre à la frontière? Est-ce qu'on le refoule? C'est ce que font les Grecs. Ou est-ce qu'on l'accueille le temps d'examiner sa situation? Vous voyez, c'est toujours le paradoxe entre Frontex, entre ceux qui souhaitent pousser le curseur vers l'humanitaire et ceux qui disent non, vous venez de la Turquie. On retourne toujours même, au même point nodal. Lucien? Restez bien avec nous, chers auditeurs, c'est votre moment. Vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et après la pub, on ira voir Edgar de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Edgar de Paris. Bonjour Edgar. Bonjour. Bonjour Edgar. Bonjour Sud Radio. À vous Edgar, on vous écoute. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, je vais vous dire, j'ai été avocat au barreau de Paris pendant 10 ans. Ouais. J'ai donc fait l'asile jusqu'en juillet. J'ai arrêté de travailler en juillet 2021. D'accord. J'ai entendu les chiffres que mon confrère m'a donné. Là, j'ai sursauté. J'ai sauté de ma chaise. Non. Ouais. Les chiffres qu'il donne, non. On n'est pas à un taux d'admissibilité de 40%. On est dans les belles années entre 8 et 12%. Et je vais rajouter quelque chose de pire.
pire encore et de plus cynique, c'est que maintenant, on a ce qu'on appelle les ordonnances. C'est-à-dire que les ordonnances, c'est-à-dire que votre demande est rejetée au stade de la recevabilité. Vous ne franchissez même pas l'obstacle de la recevabilité. Vous savez, Monsieur Berkov, vous allez à Montreuil, hein, regardez juste sur les panneaux comment c'est affiché. Et là, ce que je vous donne, c'est les ordonnances. Les ordonnances. C'est les panneaux, attendez, c'est affiché sur les panneaux, sur des panneaux à Montreuil, c'est ce que vous dites. C'est public, oui, c'est affiché, mais pas les ordonnances, évidemment, parce que les ordonnances, c'est la demande est rejetée avant même, elle ne franchit même pas l'obstacle de la recevabilité de la CNDA. Donc 10 ans de pratique de CNDA, quand même, je sais un peu de quoi je parle. Alors je vais répondre à... Ça ne va pas. Je vais répondre à mon ancien confrère. Oui. Bon, alors mon cher confrère, d'abord, j'invite tous les auditeurs de Sud Radio à procéder au fact-checking, c'est-à-dire d'aller sur le site de la CNDA, sur le site de l'OFPRA, et de confronter mes chiffres aux rapports annuels de ces deux institutions. Bon, et on verra lequel d'entre nous donne les bons chiffres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'en profite pour rappeler que toute personne qui présente une requête devant la CNDA bénéficie automatiquement de l'aide juridictionnelle. Donc, il faut que tous les auditeurs de Sud Radio sachent que leurs impôts contribuent pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas satisfaits de la décision de l'OFPRA, à permettre à la personne qui a été déboutée de retenter sa chance devant la CNDA, et c'est une exception. Troisièmement, je rappellerai que mes confrères ont organisé plusieurs fois devant la CNDA, pour des raisons qui leur appartiennent, des mouvements qui visent à faire renvoyer les affaires. Et ça fait perdre de nombreux mois, voire une année, et ça permet aux requérants de rester de manière régulière sur les territoires nationaux. Donc c'est quand même des considérations qui sont réelles. Mon livre est justement extrêmement documenté. Ce n'est pas un livre qui a été fait pour des raisons idéologiques, et à chaque fois je m'appuie sur des rapports pour que chacun puisse bien prendre conscience. Je terminerai sur les ordonnances. Quand mon confrère parle des ordonnances d'irrecevabilité, c'est peut-être 5% au grand maximum. C'est-à-dire que, justement, le projet du gouvernement, c'est de faire passer l'examen des requêtes devant la CNDA, non pas devant plusieurs magistrats, c'est-à-dire un président et deux assesseurs, mais de le faire passer devant un juge unique, comme on le fait pour les pays d'origine sûre, ces mêmes pays dont la liste est contestée régulièrement par les associations. D'accord. Je voudrais peut-être qu'on prenne un dernier. Oui, rapidement, on a le temps de recevoir Emmanuel de Pessac. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, on vous écoute. Bonjour André, bonjour à votre invité et à toute l'équipe. Alors je vais être rapide parce que c'est la fin. Oui, bon, vous avez une citation de Camus que vous citez souvent, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Puisqu'on parle de justement toutes ces juridictions, alors là on est effectivement dans le technique, mais il faut savoir qu'il y a quand même une enquête européenne qui a montré qu'un tiers des juges de la CEDH étaient quand même financés ou ex-financés par les organisations de Soros. C'est ce que, effectivement, on a eu quelqu'un qui nous a corroboré ça. Voilà. Je ne fais que du factuel. Un bateau comme Ocean Viking, c'est 15 000 € d'affrètement par jour. Il n'y a pas d'adhérent. Il faut bien que quelqu'un, comme disaient les Anglais, qui paye, décide. Enfin, follow the money, ils disaient exactement. Donc, tant qu'on a les institutions qui sont financées par des projets qui sont effectivement, pour le coup, pas ceux que décident les peuples, mais ceux que décident certaines personnes, eh bien, on n'en sortira pas, parce que vous aurez toujours une confrontation avec des juges qui pourront prendre des décisions, on pourra toujours mettre 10 ans à les mettre, à les contester, mais tant que ces juges seront effectivement sortis de ces organisations, ils prendront les mêmes décisions. Et j'avais une dernière chose, juste une citation d'un ancien diplomate anglais de mémoire, qui reprend aussi des émissions sur lesquelles je vous m'avais permis d'intervenir avant, et il disait « Nommez toujours un Français à la tête d'une organisation supranationale, parce que c'est le seul qui ne défendra pas ses intérêts. » Oui, alors il est vrai que la CEDH a condamné la France parce que celle-ci avait renvoyé un Tchétchène en Russie, alors même que celui-ci avait été condamné pour des faits de terrorisme. Et il est vrai que la CNDA
a débouté l'OFPRA quand celle-ci avait refusé le droit d'asile à encore un autre Tchétchène qui avait été condamné pour des faits de terrorisme. Donc c'est vrai que les juridictions qui travaillent sur l'asile sont des juridictions qui ont des jurisprudences extrêmement libérales. Et peut-être peut-on dire idéologisées. Alors, je vous renvoie à mon livre et à sa partie sur la CNDA, et je crois que mon confrère en fera son miel, parce que quand je parlais de collégialité, vous avez un président, un assesseur, ce qu'on appelle assesseur Conseil d'État, et un assesseur HR. Et c'est vrai que chez certains, et je fais bien attention de dire certains assesseurs HR, il y a une idéologie qui peut surpasser la lecture du droit. Mais je le renvoie à la lecture de mon ouvrage. Écoutez, on vous renvoie tous, chers auditeurs Sud Radio, résidents Sud Radio, à la lecture de l'ouvrage de Philippe Fontana. En tout cas, vous avez les faits, à vous de juger et à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. Mais vous savez, toujours mettre les points sur les i et tout sur la table. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Philippe Fontana pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, l'émission de Brichelet. À tout de suite sur Sud Radio.